Cette semaine, plusieurs cas de fraude dans la région de Lanaudière. Entente de principe entre le syndicat des travailleurs de Bridgestone à Joliette et l'employeur. Et finalement, le VIH et les infections transmises sexuellement sont en hausse au Québec. Bonjour, ici Danny Bérubé. Bienvenue à vos actualités régionales. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre bulletin de la semaine du 26 février 2024. La Sûreté du Québec a indiqué avoir été avisée de cas de fraude de type grands-parents dans Lanaudière depuis vendredi dernier. Déjà, au moins 4 aînés ont été appelés par leurs supposés petits-fils ou petites-filles qui leur demandaient plusieurs milliers de dollars pour payer une caution en raison d'un accident. Les fraudeurs imitaient très bien la voix du réel petit enfant. Les aînés contactés étaient dans la région de Rawdon, Sainte-Béatrix et Saint-Ambroise-de-Kildare. La personne suspecte serait une femme à la peau noire, petite et mince, se déplaçant au domicile des victimes pour récupérer l'argent. Le véhicule suspect serait de type foncé ou noir. En plus des fraudes de type grands-parents, une nouvelle tactique circule actuellement sur le web. Cette fois-ci, les fraudeurs jouent la carte de la peur par le biais d'un courriel, laissant entendre qu'ils auraient été mandatés par un client pour assassiner par empoisonnement le destinataire du courriel. L'auteur indique être en possession de plusieurs informations, dont l'itinéraire, les lieux de loisirs et les heures de déplacement du destinataire, et qu'il ne lui reste qu'à passer à l'acte. En échange d'une somme d'argent dans un délai de 48 heures, l'auteur promet de ne pas mettre son plan en exécution, mais également de partager toutes les informations concernant le dit client. Une nouvelle vague de tentatives de fraude, un nouveau stratagème. Louis-Philippe Ruel, porte-parole de la Sûreté du Québec, invite la population à signaler le courriel au Centre antifraude du Canada. Bien que de nombreuses équipes spécialisées travaillent quotidiennement à combattre les divers types de fraude, la vigilance demeure le meilleur moyen de contrer les fraudeurs. Les citoyens doivent faire preuve de scepticisme vis-à-vis les offres trop attirantes, valider aussi l'information et s'interroger sur les appâts d'un gain trop facile. Ces simples gestes peuvent vous éviter plusieurs ennuis. Les fraudeurs misent généralement sur la méconnaissance, la vulnérabilité des victimes, le sentiment d'urgence, l'autorité ou la rapidité pour arriver à leur fin. Rappelons que la fraude est un acte criminel, qu'elle soit commise sur Internet, par téléphone ou en personne. Elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers et au Centre antifraude du Canada au numéro qui est affiché à l'écran. Une entente de principe est intervenue dans la nuit de mardi à mercredi de la semaine dernière entre le syndicat des travailleuses et des travailleurs de Bridgestone de Joliette et l'employeur, suite à un blitz intense de négociations. Les parties se sont engagées à recommander l'entente à leurs membres. La convention collective actuelle est échue depuis le 1er septembre 2023 et les parties se sont rencontrées à plus de 150 reprises depuis le début des pourparlers qui ont débuté au printemps 2023. Rappelons que la partie syndicale s'était donné un mandat de grève le 4 septembre dernier en Assemblée générale par un vote favorable à 99 %. Néanmoins, les partis ont pu éviter le recours à la grève ou au lock-out et ainsi éviter le conflit de travail en maintenant le dialogue tout au long de cette négociation. Le syndicat convoquera donc ses membres sous peu pour se prononcer sur le contenu de l'entente. Plus de détails seront dévoilés après que les membres se soient prononcés sur cette entente. Le syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone de Joliette, du côté CSN, représente plus de 1250 salariés de l'usine de production située à Joliette.
L'épidémie du VIH connaît une recrudescence au Canada alors qu'une hausse alarmante de 24,9 % des cas a été signalée à travers le pays en 2022, selon la Fondation canadienne pour la recherche sur le sida, la CanFAR. L'Agence de la santé publique du Canada fait état de 1833 nouveaux cas déclarés du VIH en 2022. Les hommes âgés de 30 à 39 ans sont la catégorie avec les plus hauts taux. La Saskatchewan et le Manitoba sont les provinces les plus touchées, avec respectivement 19 et 13, devrais-je dire, cas par 100 000 habitants. Cette hausse des nouveaux cas n'avait pas été observée depuis plus d'une décennie, indique la CanFAR dans un communiqué. Le Québec dépasse légèrement la moyenne nationale qui s'élève à 4,7 cas par 100 000 habitants avec un taux de 4,9. Même s'il est loin derrière la Saskatchewan et le Manitoba, eh bien, le Québec se retrouve au 3e rang des provinces avec le plus haut taux de cas par 100 000 habitants. Rappelons que si elles reçoivent un traitement et des soins adéquats, eh bien, les personnes vivant avec le VIH peuvent vivre longtemps et en bonne santé. Par contre, la CanFAR croit qu'il est possible de mettre fin à l'épidémie nationale du VIH au Canada d'ici la fin de 2025. Mais pour y arriver, la Fondation propose dans son plus récent plan stratégique d'améliorer l'accès au dépistage et aux soins du VIH. Le contexte de la pandémie de COVID-19, qui a mis beaucoup de pression sur le système de santé, a changé l'accès au dépistage dans plusieurs régions du Canada. Malheureusement, il n'existe pas de vaccin contre le VIH, mais plusieurs moyens existent pour éviter de transmettre ou de contracter ce virus. Selon M. Alex Filiatro, PDG de la CanFAR, eh bien, les outils que nous avons en ce moment au Canada et qui sont approuvés pourraient avoir un impact énorme sur la réduction de nouveaux cas de VIH. Il faut donc que ces outils soient promus par des campagnes de sensibilisation, par des organismes et des agences locales. C'est l'une des propositions de la CanFAR pour mettre fin à l'épidémie de VIH au pays. Il y a aussi les infections transmissibles sexuellement et par le sang, le ITSS, qui sont en hausse dans la Naudière selon de récentes statistiques. Des chiffres de 2023 de la Direction de santé publique de la Naudière révèlent 2029 déclarations d'ITS dans la région pour un taux de 379 par 100 000 habitants. L'an dernier, ces chiffres étaient de 1948 pour un taux de 370 par 100 000 habitants. Ces taux sont toutefois sous le seuil québécois qui se trouve à 492 en 2023 et 440 en 2022. Toujours selon ces données, eh bien, ce serait la chlamydia qui est l'infection la plus répandue dans la région avec 75 % des cas. La Fondation Âge et la Fondation de la Fédération des médecins spécialistes du Québec lancent la plateforme en ligne Agir pour bien vieillir. Cette ressource permet aux aînés et à leurs proches de mieux comprendre leur état de santé. Une méthode pour savoir quand il faut s'inquiéter de signes précurseurs et quand cela devient nécessaire de consulter. Alors que la proportion de personnes aînées au Québec continuera de croître pendant encore 30 ans, selon l'Institut de la statistique du Québec, les deux fondations sont d'avis qu'il faut collectivement se préparer à ce gériaboom. Agir pour bien vieillir est le premier volet d'un projet visant le maintien de l'autonomie des aînés. Le microsite Internet permettant à l'auto-analyse de l'état de santé des personnes aînées comprend 4 volets. Premièrement, planifier des actions pour prévenir un vieillissement accéléré. Deuxièmement, repérer les signes d'une détérioration de la santé. Troisièmement, réfléchir à l'importance d'agir et de consulter. Et finalement, préparer les rendez-vous avec un professionnel de la santé. Il y aura également des formations qui seront offertes sur cette nouvelle plateforme au cours des prochains mois. Le site est également construit pour appuyer les proches aidants
qui sont la pierre angulaire du maintien à domicile des aînés du Québec. Souvent sollicités pour combler des besoins de plus en plus lourds, les proches aidants doivent facilement avoir accès à de l'information de qualité pour faire ce qui compte le plus pour eux, aider leurs proches. Selon le Dr Lemire, interniste gériatre et président fondateur de la Fondation Âge, il appartient en premier lieu aux aînés et à leurs proches de garder leur pouvoir d'agir sur la santé. Mais pour cela, il faut avoir accès à de l'information de qualité. Et c'est ce que vous allez retrouver sur le site Internet agirpourbienvieillir.com. Augmentation surprise des prix à la SAQ. La majorité des produits seront plus chers, car la Société d'État va se prendre davantage de profit par bouteille. La SAQ, qui vend sa bouteille de vin en moyenne 3,36 $ plus cher depuis 3 ans, augmente encore ses prix. Mais cette fois, c'est le profit du monopole par bouteille vendue qui grimpe, et non celui des fournisseurs. La mesure annoncée la semaine dernière touche la majorité des 40 000 produits commercialisés. Seules les bouteilles de vin à 15 $ et moins sont épargnées, alors que les spiritueux, les prêts-à-boire, la bière, le cidre et le reste du vin y passent. La Société d'État veut puiser 10 millions de dollars par année de plus dans les poches des Québécois, avec cette première hausse de majoration en 7 ans. Ces ajustements n'ont rien à voir avec les 2 hausses de prix consenties aux fournisseurs en mai et en novembre chaque année. Cette hausse-ci va directement dans les coffres de la SAQ. Selon le patron de la société, il s'agit d'une hausse modérée, à 0,6 %, dit M. Jacques Farcy. Donc, une bouteille à 25 $ coûte maintenant 25,15 $. Il faut savoir que la bouteille de 750 ml est de plus en plus chère. La hausse moyenne par bouteille était de 70 sous en 2021, 1,47 $ en 2022 et 1,19 $ en 2023. L'Association des amputés de guerre procède présentement à l'envoi des plaques porte-clés 2024 aux résidents et résidentes de la Naudière. Un service qui a été créé en 1946, non seulement pour fournir des emplois à salaire compétitif aux vétérans amputés qui revenaient de la guerre, mais également pour offrir un service utile à la population. Les fonds versés par ce service financent les divers programmes de l'association, dont le programme Les Vainqueurs pour enfants amputés. Le service des plaques porte-clés continue aujourd'hui d'employer des personnes amputées ou ayant d'autres handicaps, a retourné plus de 1,5 million de trousseaux de clés perdus à leurs propriétaires. Il est important de savoir que l'Association des amputés de guerre ne reçoit aucune subvention gouvernementale. Ces programmes existent grâce au soutien du public envers les services des plaques porte-clés. Cette semaine, la tournée des régions s'est arrêtée à la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez. Malgré qu'elle soit super occupée avec ses nombreux projets, la mairesse a quand même pris le temps de me recevoir pour nous parler justement de ces nombreux projets. On l'écoute. Je suis en compagnie de Mme Isabelle Perrault, mairesse de Saint-Alphonse-Rodriguez. Bonjour. Bonjour. Mairesse d'une municipalité d'environ 3400 personnes. Oui. Mais qui travaille très, très fort ici pour ses citoyens. Et justement, on va en parler des choses que vous avez faites l'année dernière, des réalisations en 2023. Je sais qu'il y a eu comme une intermunicipalité là, à propos des jeux, des loisirs. Des loisirs entre différentes municipalités ici. Oui, en fait, c'est 3 municipalités, Sainte-Béatrix, Sainte-Marceline et Saint-Alphonse, qui se trouvent être le cœur là, de la Matawini. Des municipalités qui se ressemblent.
on avait parfois des difficultés à combler toutes les places dans les cours qu'on offrait ou les activités qu'on offrait à nos citoyens en loisirs. Des fois, on aurait aimé avoir différents cours, mais on pouvait pas parce que les plages horaires concordaient pas, parce que les salles n'étaient pas disponibles. Donc, on a eu l'idée là, de voir avec nos voisins, de se mettre en commun, de se mettre ensemble, partager nos infrastructures, de sorte à ne pas investir doublement dans une même infrastructure de village en village, d'offrir la possibilité à nos citoyens de connaître aussi ce qui se faisait dans les autres municipalités, puis de pouvoir s'inscrire dans ces cours-là, ce qui fait que parfois 2 personnes de Sainte-Béatrix qui viennent s'inscrire à Saint-Alphonse dans un cours permet au cours d'avoir lieu. Sinon, parfois, il manque de participation, donc le cours ne peut pas avoir lieu. Donc, c'est vraiment cette nécessité-là de se mettre en commun, puis c'était une première étape, une première phase, en fait. On va élargir ça à tous nos événements. On a chacun des belles programmations culturelles, des belles programmations de divertissement, qu'on pense à nos 12 jeudis, les spectacles à l'église de Sainte-Marceline, et aussi tout le volet communautaire. Nos personnes âgées, on a des clubs sociaux, on a la FADOC dans d'autres villages, il y a des infrastructures aussi, le pickleball qui est de plus en plus populaire. Donc, se permettre à tous nos citoyens de pouvoir, de cette façon-là, à 5 minutes là, de distance du village, d'avoir accès à cette offre de services, mais aussi aux infrastructures. Les gens peuvent finalement profiter de plusieurs activités, étant donné que les 3 villages sont ensemble. Oui, de plus d'activités, de plages horaires plus variées, mais aussi une certaine vie commune, une vie sociale aussi. Beaucoup de nouveaux arrivants dans nos 3 municipalités, des gens qui ont pris leur retraite, qui sont venus s'installer de façon permanente au chalet, qui ont envie de socialiser, qui ont envie de participer aussi. Okay. Donc, mieux se connaître, s'assurer que les gens ne soient pas dans l'isolement aussi. Donc, puis on a fait une année de ce projet-là et c'est unanime pour les 3 municipalités. Ah oui. Les citoyens sont très contents de ça. Fait qu'on continue, on va de l'avant, on va développer ce service-là tranquillement, pas vite. Belle initiative. Oui. Je sais aussi que vous avez travaillé beaucoup sur les routes l'année dernière, hein? Réparation des routes. Oui, on fait, à mon arrivée comme mairesse, on a fait un plan de réhabilitation de tous nos chemins. On l'a tout passé comme au scan. Il y avait vraiment un déficit d'entretien puis de maintien des infrastructures. Donc, le plan est en marche depuis 5 ans. Donc, l'année passée aussi, on a fait beaucoup de petits domaines là, qui sont asphaltés ou entretenus avec de l'asphalte recyclé, les fossés reprofilés, bien organisés, les ponceaux changés. Je vous dirais que c'est un gros projet. C'est vraiment beaucoup d'argent qui sont investis là-dedans, autant par les citoyens. Quelque part, on essaie d'aller chercher des subventions pour les routes locales. Donc, mais ça fait une différence, puis ça fait aussi une qualité de vie parce que on a eu des années où est-ce que les printemps étaient plutôt difficiles. Là. Quoi d'autre que vous avez fait en 2023? Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de projets là, qui ont été faits. Oui. En 2023, en fait, les projets, en tout cas à Saint-Alphonse, tous les projets, quels qu'ils soient, sont toujours subventionnés. Toujours, on va chercher une subvention pour être capable de faire ce projet-là au moindre coût, au plus petit coût possible. Sinon, on ne le fait pas. Mais il est toujours dans les boîtes. Quand un programme de subvention arrive, on est capable d'appliquer. Donc, cette année, c'était vraiment la mise en œuvre là, de ce plan-là qui a pris plusieurs années. On a eu plus de 1,2 million de subventions et c'est la rénovation de notre centre communautaire qui va doubler de superficie. Le comptoir alimentaire pour lequel on paie un loyer va être rapatrié là. L'infirmière rurale, la même chose, qui est à l'extérieur des locaux de la municipalité, donc on paye un loyer, va être rapatrié là. Une salle multifonctionnelle supplémentaire. Donc, vraiment, un service aux citoyens là, qui va s'améliorer. Les gens vont pouvoir avoir plus de locaux pour les activités de loisirs, entre autres, mais pour toutes sortes d'activités qu'on va pouvoir aussi développer. Donc, ça, c'est vraiment en 2023. Ça a débuté, ça se terminera en 2024, mais c'est un projet qui généralement est assez long. Chacun de nos chantiers ont bien démarré et sont en bonne évolution actuellement. Pour ce qui est de la santé des lacs, on a fait l'année passée avec les lacs qui n'ont pas de bateau moteur à essence. On a fait un code de conduite. Donc, c'est la suite. On avait fait en 2022 ceux avec des moteurs à essence, les lacs avec moteur à essence. Donc, un code de conduite pour l'harmonisation, là, bien vivre sur les lacs, mais aussi l'environnement puis la santé du lac. On a un parc d'escalade aussi qui est en développement. Donc, on a fait l'acquisition de
de quelques terrains adjacents à ceux qu'on avait déjà, avec une paroi d'escalade, dont je dis que c'est la plus belle au nord du Mississippi, là. Vraiment, là. C'est une paroi d'escalade incroyable, là. Elle a été complétée? Elle est complétée, c'est l'association, la Fédération de montagne et d'escalade du Québec qui l'opère. Donc, c'est eux qui défrichent tout ça, qui font en sorte que les lieux sont sécuritaires. Il y a une paroi école jusqu'à une paroi expert, là, de niveau expert. Donc, ça, dans les prochaines années, c'est notre fer de lance, là. Avez-vous eu la chance de l'essayer? Oui. Oui? Wow. À plusieurs reprises. Je suis même allée avec mes fils qui en font beaucoup. Mais j'ai le vertige, hein? Fait que je l'ai essayé un petit peu. Déjà là, c'est un bon début. C'est ça. Autre chose en 2023? En 2023, beaucoup de règlements ont été modifiés. Le gouvernement nous donne de plus en plus de responsabilités, donc on adapte nos outils urbanistiques en fonction de ça. On a la forêt nourricière, ça c'est une initiative citoyenne super intéressante. Les fleurons, aussi un comité de citoyens qui compose les fleurons du Québec. On voit les petites fleurs bleues, là. Okay. Donc, jardin communautaire, vraiment, c'est débuté, tout ça. On a aussi un projet pour la chapelle du Lac-Vert. C'est une petite chapelle de villégiature près qui s'appelle la chapelle de Fatima au Lac-Vert. Donc, et là, ça va se déployer en 2024, mais on a vraiment... Une rénovation? On fait de la rénovation? Qu'est-ce qu'on fait? C'est un OBNL qui va l'opérer. Donc, on est en train de la cité patrimoniale. On a fait, oui, c'est ça, on a fait des demandes de subventions. C'est un autre projet qui demande beaucoup de fignolage avant de voir le jour, mais c'est vraiment bien parti. On a revu notre politique familiale. On a fait une journée de rencontre pour les nouveaux arrivants. Ça manquait. Tu sais, au niveau de la communication, dans une municipalité, parfois, on est très opérationnel au jour le jour. Il faut voir un peu plus loin puis s'assurer que nos citoyens comprennent bien ce qu'on est en train de faire. Pas toujours facile. C'est vraiment pas parfait à Saint-Alphonse, mais on tente de vraiment s'améliorer. Ouais. Oui, c'est ça. En tout cas, vous avez travaillé beaucoup l'année dernière. Le 2024, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'en vient pour 2024? Bien, en 2024, on fait une rencontre citoyenne pour la santé des lacs. Donc, on va bien informer avec des conférenciers nos citoyens. Puis on va essayer de se donner un plan directeur pour la santé de nos lacs, l'environnement de nos lacs. On va aussi avoir, pour notre chantier noyau villageois, on va vraiment là, proposer des projets. On ne partira pas d'une feuille blanche avec nos citoyens, là, mais on va leur demander de nous éclairer sur plusieurs projets qui s'en viennent. Avec le ministère des Transports, on travaille sur un projet de sécurité piétonnière au niveau du cœur villageois. Ensuite, on a beaucoup de projets aussi suite à la rénovation du centre communautaire. On espère avoir un service pour nos aînés, un petit peu, tu sais, une espèce. Il y a déjà des cafés-rencontres où est-ce que les gens âgés peuvent venir socialiser. On espère étendre ce service-là. Donc, on va s'occuper de nos aînés. Pour les plus jeunes, on a une nouvelle garderie maintenant, depuis 2023. Là, c'est ouvert l'année passée. Fait que pour nos jeunes enfants aussi, là, on a des projets qui s'en viennent avec le parc entre amis. On a aussi du démarchage que je suis en train de faire pour essayer de voir pour le logement, mais particulièrement le logement pour les personnes aînées. Beaucoup de citoyens voudraient peut-être ce qu'on dit casser maison, là, pour pouvoir s'installer dans un endroit que ça prend moins d'entretien, mais souvent, on les perd, ces citoyens-là s'en vont vers Joliette ou plus au sud, parce qu'on n'a pas de logement adapté pour eux. Fait qu'on va essayer de trouver des solutions pour ça aussi. C'est pas la première année que j'y travaille, c'est pas un dossier facile, mais j'espère que cette année, on va avoir des bons résultats. Bien, je peux vous dire qu'à vous entendre, vous ne chômerez pas durant l'année qui s'en vient. Ça, c'est sûr et certain. Non. Bien, merci beaucoup, Mme la mairesse, de nous avoir reçus. Puis on va sûrement venir vous revoir, probablement en fin de l'année. Quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci. Bonne nouvelle pour les gens de Chertsey. Le ministère de l'Environnement tient à informer les adeptes de la pêche blanche qu'ils pourront pratiquer en fin de semaine, soit les 2 et 3 mars prochains, la pêche sportive au lac des Cygnes et au lac des Serres. Ces 2 lacs sont situés à Chertsey dans la zone de pêche 9. Durant cette période, la pêche à toutes les espèces sera permise à ces 2 lacs et les limites de prise et de possession établies dans la zone seront applicables. En dehors de cette période, sachez que ces lacs demeureront fermés pour toute pêche hivernale. En fin de semaine dernière, pour une 29e édition, avait lieu le championnat jeunesse NORAM au sentier Brandon de Saint-Gabriel.
Plus de 400 jeunes venus de différentes provinces ont participé à la prestigieuse course de catégorie M14 et M12 pour les jeunes de 10 à 13 ans. Pour nous parler de cet événement, j'ai rencontré M. Daniel Belrose, chef de compétition, et M. François Richard, président de NORAM. M. Belrose, bonjour. Expliquez-nous l'historique de cette fameuse compétition. L'origine de cette compétition vient du fait qu'à l'époque, les athlètes qu'on appelait les midgets, donc les 13-14 ans, participaient au Coupe Québec et le Ski de fond Québec a décidé de retirer ce groupe d'âge. Et le Club des filles a créé une compétition spécifiquement pour eux. Et on a par la suite ajouté les 10 ans, 11 ans. On se retrouve avec des athlètes de 10, 11, 12 et 13 ans. Donc c'est une compétition spécifiquement pour eux autres qui a été créée en 1994. Ça fait quand même plus de 29 ans, vous dites? C'est la 29e année cette année. L'an prochain, on va fêter notre 30e édition. Le Club des filles est très fier de ça. C'est de plus en plus populaire. On a beaucoup de participants chaque année qui viennent de partout. Et est-ce que ça se passe seulement qu'ici à Saint-Gabriel? Oui, le Ski de fond Québec donne l'organisation de ce championnat au Club des filles depuis 29 ans. C'est le Club des filles qui l'a créé, puis d'année en année, on a ajouté des éléments nouveaux ça fait en sorte que le championnat maintenant est très prisé par ce groupe d'âge d'athlètes. C'est comme leur compétition la plus importante de l'année. Monsieur François Richard, qui est président du comité d'organisation, parle-nous de cet événement qui a lieu en fin de semaine. Alors d'abord, ça s'appelle le championnat jeunesse NORAM. NORAM, c'était pour anciennement Nord-Américain, c'est encore vrai. On accueillait à l'époque des équipes aussi des États-Unis, mais depuis quelques années avec la pandémie, c'est moins attirant pour aller aux États-Unis puis les attirer. On attire des jeunes qui viennent de l'Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse cette année. On a 21 clubs qui se sont inscrits pour un total de 410 athlètes qui arrivent avec des entraîneurs et des accompagnateurs. Ils sont 100. Alors, on accueille pendant 3 jours à l'école secondaire Thérèse Martin plus de 500 personnes. Et on les loge pendant du vendredi soir au lundi. Alors, c'est 3 repas par jour, couchés dans des classes à l'école secondaire. C'est des catégories d'âge de 10 ans à 13 ans. Et les compétitions durent 3 jours. En ski de fond, on a 2 styles. On a le style libre, qui n'est pas de patin. Alors, on a fait ça samedi. Le dimanche, c'était le style classique, le pas alternatif. Et aujourd'hui, c'est aussi une petite compétition, c'est du relais par équipe. C'est beaucoup plus festif, vous allez voir, les jeunes sont costumés. Alors, c'est une course à relais de 6 fois 1 km. Les autres journées, habituellement, c'est dépendamment des catégories d'âge, 3 km, 6 km, ça dépend de l'âge. Qu'est-ce que c'est exactement le Club Défi? Alors, le Club Défi, c'est le club hôte. Défi, c'est un sport-études maintenant appelé Développement Élite. C'est Thérèse Martin. C'est un groupe de Thérèse Martin qui font leur scolarisation de secondaire. Cette année, ils sont 12 jeunes du secondaire 1 au secondaire 5. Il y en a 6 qui participent à la NORAM parce qu'ils ont l'âge pour les catégories NORAM. Mais sinon, c'est une toute petite équipe avec beaucoup de bénévoles par an pour soutenir ce club-là et soutenir la NORAM. On fait appel à plus de 100 bénévoles. Alors, une prochaine année, on pourra peut-être faire appel à vous pour que vous joigniez comme bénévole. Très longue fin de semaine pour nos loups. Vendredi dernier, ils rencontraient ici à l'Arena Family Prix de Saint-Gabriel les Monties de Montréal pour le premier match des séries. Très bon départ pour les loups car ils ont remporté ce premier match 8-5 contre les Monties. Le lendemain, samedi, ils étaient du côté de Montréal pour jouer leur deuxième match. Et malgré qu'ils ont travaillé très fort pour gagner ce match, ils ont dû s'incliner 4-3, ce qui portait la série 1-1. Et c'est dimanche dernier qu'ils ont joué leur troisième match contre les Monties et qu'ils ont remporté cette première série au compte de 5-2. La prochaine partie de nos loups sera contre les Hockey Experts de Vaudreuil-Dorion et la date et l'heure de ce premier match restent encore à être déterminées. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. Si vous avez été témoin d'une nouvelle, alors faites-nous le savoir en nous écrivant ici à CTB TV. Cette semaine, ne manquez pas l'émission Chacun son refrain
où l'on reçoit nul autre que M. Richard Huet. C'était Danny Bérubé pour vos actualités régionales. Je vous souhaite une agréable fin de journée.